Puis ça met toujours un peu de temps au lancement. Oui, bonjour à tous, on est live. J'espère que vous nous entendez bien. Je suis avec Colin à mon domicile, qui sont nos nouveaux locaux, chez 1 minute 30 avec cette histoire du Covid. Donc je suis ravi de t'accueillir, Colin. Colin Lalouette, fondateur de Appvisor. Merci à toi, Gabriel, pour avoir organisé ce webinaire et puis surtout pour avoir édité avec moi ce beau livre sur le SaaS, sur lequel on va revenir durant ce webinaire pendant une petite heure. Ouais, tout à fait. J'en profite pour accueillir les premières personnes qui sont là. Il y a Yves, Geoffroy, Margot, Laurence qui ont dit bonjour. Ce serait sympa de vous présenter un tout petit peu, voir si vous êtes éditeur de logiciels ou si vous êtes dans une équipe chez un éditeur de logiciels, à quelle fonction, et peut-être aussi nous indiquer des sujets qui pourraient être plus intéressants pour vous, plus intéressants que vous souhaitez nous voir aborder. On va vous parler des 5 secrets parce qu'on vous a promis 5 secrets, donc on va évoquer 5 secrets avec les sujets clés qu'il ne faut pas rater quand on est éditeur de logiciels. Mais n'hésitez pas aussi à faire remonter des questions, à partager vos questionnements, vos expériences. L'une des clés du livre et l'une des forces du livre, c'est que Colin a obtenu 19 interviews d'éditeurs de logiciels, des directeurs marketing, des fondateurs d'éditeurs de logiciels, etc. Ça vient vraiment enrichir le livre et de la même façon, je souhaite que votre participation vienne enrichir ce webinaire et que à travers vos verbatims, vous pouvez même demander à parler avec le petit bouton speak que vous avez sur votre écran, ce qui vous permettra d'intervenir visuellement et verbalement avec nous. Donc, n'hésitez pas à être là et à intervenir. C'était cadeau, les 5 secrets. Ouais, on a réussi à faire quelque chose avec Jérémy. Julien, co-founder de B2B, éditeur de MobileCare, super. Ravi de faire ta connaissance, Julien. Les autres, je vous invite vraiment à faire comme Julien, à vous présenter et puis à poser, à introduire les sujets qui vous intéressent. Colin, tu veux nous dire 2 mots pour commencer sur Appvisor qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Après, bien sûr, on en reparlera pendant la présentation parce que c'est pas par hasard que tu as fait ce livre avec moi, non, mais juste pour te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, le cas échéant. Ok, merci. Oui, effectivement, si à un moment donné on aborde ce sujet, c'est parce qu'on a une certaine légitimité nous-mêmes en tant qu'éditeur de logiciels en créant une plateforme Appvisor sur laquelle je vais revenir, mais surtout en travaillant depuis plus de 5 ans aujourd'hui avec plus de 2000 éditeurs de logiciels d'un peu partout dans le monde, à 80% français, mais aussi sur toute l'Europe et sur tous les continents. Appvisor, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on a un média 100% dédié au logiciel B2B. Donc, on a un média qui existe en 6 langues différentes, donc appvisor.fr pour tous nos amis francophones, belges, français et aussi en Afrique du Nord. Mais on a aussi du coup appvisor.de pour l'Allemagne, appvisor.es pour l'Espagne, appvisor.co.uk pour nos amis britanniques, appvisor.com pour toute la partie anglophone sur le marché global. Donc, notre métier, c'est d'écrire des contenus, de l'inbound marketing. C'est un des sujets sur lesquels on s'est rencontrés à un moment donné avec Gabriel, pour écrire du contenu autour des problématiques. Des problématiques, non pas des problématiques logicielles, parce que le logiciel, on le verra, ça intéresse personne au final. Ce qui intéresse, c'est des réponses aux problématiques métiers. Donc, on aborde des problématiques métiers toute la journée sur Appvisor, à travers des contenus, comment faire une facture sans TVA, ce qui est très pratique pour un auto-entrepreneur, ou comment implémenter une solution de BI, ce qui va du coup plutôt viser à un moment donné des PE ou des PME ou des startups qui ont besoin de technologies avancées de ce type. Donc, on est à la fois un média, beaucoup de contenu, on est une partie annuaire, donc on référence plus de 10 000 logiciels en ligne, principalement du SaaS, d'où le titre du livre. Et ensuite, on a un comparateur de logiciels qui permet de mettre toutes ces solutions dos à dos. Super. Moi, je vais prendre 2 minutes aussi pour présenter 1 minute 30 parce que là, pour une fois, on a un cercle élargi dans notre webinaire compte tenu du sujet. 1 minute 30 est une agence marketing que j'ai créée en 2012. J'étais pionnier sur le concept d'inbound marketing et donc j'ai accompagné plus de 500 clients depuis 2012, dont un grand nombre d'éditeurs logiciels qui nous sont encore fidèles d'ailleurs, comme SAP, comme Oracle, comme des plus petits Enghouse, I Know, enfin un certain nombre d'éditeurs de logiciels, de la startup
au très grand compte, ce qui me donne cette légitimité, de la même façon que Colin, pour écrire ce livre avec toi. Et puis, dans mon histoire d'avant 1 minute 30, j'ai tenté l'aventure de l'éditeur de logiciels à 2 reprises. J'ai fait un premier éditeur en 2006 qui faisait des podcasts sur mobile, sur la technologie Nokia. Et je vous cache pas que l'arrivée de l'iPhone a tué nos rêves de succès. Ça, c'était pour les choix techno dont on va parler tout à l'heure. Et puis, j'ai fait un deuxième éditeur de logiciels en 2010 qui faisait du monitoring des énergies renouvelables. L'éditeur tourne encore, mais moi, j'ai quitté l'aventure en 2012 quand j'ai créé 1 minute 30 parce qu'il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables, ce qui a freiné réellement notre capacité de développement. Donc, j'ai fait cette expérience. Alors, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai pas réussi à financer mes 2 tentatives d'éditeur de logiciels, mais on a vraiment travaillé sur le produit, trouvé les premiers clients et PVsoft, donc, qui est l'éditeur de logiciels de monitoring des énergies renouvelables, vit toujours parce que mon associé l'a revendu à une structure qu'il a intégrée, etc. Donc, on a cette histoire-là qu'on peut partager à l'occasion de ce webinaire. Je regarde un peu, et je suis de l'autre côté de l'écran. Je t'ai pas oublié pour le mail sur le rapport entre nos méthodes. J'ai juste eu le Covid. Ah ben, Tania, remets-toi bien. J'espère que ça va maintenant. Voilà. Ben, je pense qu'on peut commencer maintenant que la présentation est faite. Alors, on vous a promis 5 secrets. J'en ai listé 5 et on va discuter autour de ça pendant les 40 minutes qui suivent. Moi, j'ai le premier sujet, et finalement, ces secrets, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas se planter. Et c'est vrai, enfin, je l'ai vécu et vous l'avez beaucoup vécu. C'est hyper dur, hyper compétitif de réussir dans le monde du logiciel. C'est à la fois extrêmement... ça peut être des vraies réussites, hein, on les connaît toutes, les Salesforce, les gros éditeurs de logiciels. C'est des très belles histoires d'investisseurs, de fondateurs. Mais c'est aussi extrêmement dur et on voit pas tous les éditeurs dont la vie débute mais s'arrête en cours de route. Et finalement, il faut pas se planter sur 5 sujets et c'est ça un peu les 5 secrets qu'on a remontés. Il y a toute la notion du product market fit, bien sûr, qui est hyper importante et sur laquelle, si on n'a pas le bon produit, on peut effectivement se planter. Il y a la notion de techno, le choix de la techno, ne pas avoir à redévelopper un produit plusieurs fois parce qu'on a fait les mauvais choix de techno. Il y a la question du financement et typiquement, moi, c'est là-dessus que je me suis planté. Il faut vraiment réussir à avoir suffisamment de sous pour réussir à développer son produit, à le mettre sur le marché, à être en concurrence toujours avec d'autres éditeurs de logiciels qui font la même chose. Il y a bien sûr après les questions de stratégie marketing, de stratégie d'acquisition, de bien réussir à mettre en place sa machine à lead. Et c'est là-dessus qu'on est tous les deux les plus légitimes aujourd'hui. Et puis après, l'organisation des ventes, toute cette nouvelle organisation avec les SDR, les accounts exécutifs, etc., pour être dans une logique de scale. Donc, on va revenir sur ces 5 sujets. Si vous en voyez d'autres dans la salle, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et tout de suite, sur le product market fit, Colin, comment tu vois les choses? Comment, pour toi, trouver ce bon produit market fit? Ok, juste avant de commencer, je voulais remercier toutes les autres personnes qui se sont présentées aussi au fur et à mesure. J'ai rendu compte qu'on a quand même beaucoup d'éditeurs de logiciels, de personnes qui sont dans l'accompagnement d'édition logicielle, ce qui montre bien qu'il y a un vrai sujet. À un moment donné, il y a des métiers qui sont là juste pour accompagner les éditeurs de logiciels, pas comme dans une entreprise classique, hein, quand bien même ça reste du business. Et il y a beaucoup de ce qu'on va retrouver dans le livre qui sont au final applicables à d'autres métiers, mais c'est vrai qu'il y a quand même des spécificités, surtout quand on va aller sur les KPI, à un moment donné, quand on va aller sur le product market fit, comme ça fait une très belle transition. Le product market fit, c'est vrai qu'il est particulier au monde du logiciel parce que déjà, à la base, pour être certain de pouvoir toucher son marché, il faut trouver la bonne idée. Donc, trouver la bonne idée, ça arrive comment? On peut faire plein de sessions de brainstorming, on peut se dire, OK, demain, je vais devenir éditeur de logiciel, je vais trouver une idée. Il y a des matrices qui ont été faites, qui ont été communiquées sur le sujet, en essayant de disrupter à un moment donné les transports, en essayant de disrupter des différents secteurs d'activité. Ça peut être une technique, mais là, ce qu'on retrouve le plus classiquement sur le product market fit, c'est des personnes quand même qui viennent à la base du métier, qui viennent vraiment d'une problématique. Et c'est vrai qu'on a un des premiers témoignages dans le livre qui est de Furious Squad, qui est en fait un éditeur de logiciels spécialisé dans tout ce qui est gestion du temps, gestion d'affaires
autour des agences de conseil, des agences marketing, des agences de communication, où ils se sont rendus compte, en fait, en devenant une très belle agence de communication sur Paris, en grandissant de 40%, de 40 points par an pendant 10 ans, et qu'en fait, il n'y avait aucun outil qui permettait à un moment donné de répondre aux problématiques très spécifiques de je vais allouer du temps homme sur tel projet, ce temps homme ensuite je vais le refacturer, mais du coup j'ai besoin d'avoir un planning des charges complet, comment je vais arriver à gérer tout ça au mieux, d'avoir du prévisionnel. Et donc c'est au fur et à mesure du temps qu'ils ont commencé à construire à un moment donné ce produit qui s'appelle Furio Squad aujourd'hui, qui va gérer les temps. Et ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un outil qu'ils ont fait pour eux. Donc forcément, ils se coupaient un petit peu du marché, de la concurrence. Et c'est le jour où en fait Davy, qui est le fondateur de cette agence de communication, a lancé le projet Furio Squad, qui s'est ouvert à la concurrence, qui s'est ouvert du coup à ses concurrents qui sont devenus des potentiels clients, qui ont dit écoute Davy, on aimerait bien l'utiliser, vu que tu as revendu ta société, maintenant on n'est plus concurrent, est-ce qu'on peut du coup l'utiliser? C'est là du coup qu'il a vraiment eu un product market fit, parce que c'est pas uniquement adapté à ce qu'il faisait lui, mais bien à ce que l'ensemble de ses confrères, concurrents, compétiteurs faisaient. Alain te demande de parler un peu plus fort ou peut-être un peu plus près du micro parce qu'il disait que c'était assez faible. Pour la petite histoire, Davy, je l'avais rencontré en 2012 au tout début d'une minute 30 quand lui, il venait de créer Disco. Alors, il avait fait un peu avant moi en 2010 et j'avais été bluffé parce qu'il était tout jeune à ce moment-là, assez introverti, c'est un vrai tech avant d'être un marketeur ou un communicant. Et par contre, il a eu un succès incroyable avec Disco, qui est quand même une formidable agence. Je rebondis aussi sur les personnes, tu as dit, on a la chance d'avoir une préface de Jean-David Chamboredon. Je le dis parce qu'entre autres, j'ai vu que parmi l'assistance, il y a Claude qui est lui-même VC. C'est effectivement, il y a tout un écosystème autour des éditeurs SaaS et on essaye de s'adresser à l'ensemble de cet écosystème. Moi, j'ai pas nécessairement grand-chose à dire de plus sur le product market fit. Je suis assez d'accord avec toi qu'il s'agit de rentrer dans un process et de vraiment aller chercher comment fluidifier ce process, le rendre plus facile, le rendre plus simple, le rendre aussi reproductible pour que des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise puissent suivre ce process-là. Et c'est à ça aussi que servent les jeux logiciels SaaS, c'est à créer de la stabilité, de la qualité, en formalisant des process et en mettant en place des outils qui vont supporter l'exécution de ces process pour aller plus vite, avoir une meilleure qualité, une meilleure reproductibilité. Et c'est ça qu'on va chercher dans ce product market fit. Donc, ça vient aussi d'une vraie compréhension des métiers. Et c'est vrai que c'est tout à fait hyper compliqué de faire ça sans connaître le métier. Donc, ce que tu racontes sur Disco est intéressant. Moi, je le vois quand on a créé l'éditeur de logiciels dans le monitoring des énergies renouvelables. Moi, je venais pas du secteur. Le deuxième associé qui était développeur ne venait pas du secteur, mais on en avait un troisième qui, lui, avait 10 ans d'énergie renouvelable, savait quels étaient les indicateurs qu'il fallait suivre, connaissait les contraintes techniques de la remontée d'informations depuis un site d'énergie renouvelable, etc. Et c'est cette connaissance métier-là qui vient donner de la valeur à l'outil. Ok, tu m'arrêtes, hein, tu fais le timekeeper, mais je vais essayer de parler un peu plus fort, Alain. Merci du coup pour la remarque. Je te laisse faire le timekeeper parce que ce sujet est quand même essentiel, le product market fit, parce que c'est le socle, hein, c'est les fondations. Et il y a d'autres éléments à rajouter sur ce secret. Et un de ces éléments, c'est de le faire évoluer tout en écoutant régulièrement ses clients, ses prospects qui vont vous dire écoutez, j'aimerais bien que vous fassiez tel feature, que vous permettiez tel API de se connecter. Donc, écoutez, tout en priorisant et tout en gardant un cap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, du coup, je fais référence à un autre éditeur de logiciels qui, à un moment donné, nous a donné ses bonnes pratiques sur retour d'expérience à travers quelque chose de très concret. Il s'appelle Wimi. Donc, c'est un éditeur de logiciels spécialisé sur les plateformes collaboratives, réseau social d'entreprise, voilà, qui est en plein dans la vague de souveraineté sur la souveraineté numérique parce qu'il y a des enjeux sur le sujet, mais c'est un tout autre sujet qu'on abordera peut-être une prochaine fois. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il a bien mis en avant qu'il ne faut pas hésiter à repousser des demandes. Pourquoi repousser des demandes? Parce que oui, quand on a un gros client qui en plus peut-être au niveau institutionnel, gouvernemental, qui demande à mettre des briques de
relation client de CRM sur sa plateforme collaborative. On est tenté parce que oui, c'est quand même 15% du chiffre d'affaires récurrent. Oui, chaque mois, du coup, c'est 70 000 euros qui tombent et qui tombent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire, non, des fois, il faut savoir dire non parce que si on commence à se défocuser, la plateforme collaborative n'est plus une plateforme collaborative, elle va devenir un CRM et ça, vous allez perdre tout votre sens. Donc, il faut savoir écouter tout en gardant un cap. Ça, c'est vraiment une deuxième leçon sur le Product Market Fit. Et peut-être une troisième leçon que m'a passé Brice Cornet, qui est l'éditeur de Simple CRM, qui est un éditeur pour le coup de CRM côté belge, qui m'a dit à plusieurs reprises, Colin, pose-toi. Quand tu penses à Advisor, quand tu penses business, et vous, quand vous pensez éditeur de logiciel et Product Market Fit, pose-toi et essaye de trouver peut-être des choses qui sont un petit peu différentes. Est-ce que tu veux aller dans ce qu'on appelle l'océan rouge, à un moment donné, où il y a plein d'autres éditeurs de logiciels de CRM. Je peux vous dire que s'il y a bien de la compétition, c'est sur ce secteur, pour diverses raisons, parce qu'il y a aussi énormément de métiers, énormément de secteurs d'activité, donc chacun a besoin à un moment donné d'un CRM qui est plus ou moins proche de ce qu'on fait. Mais ce qui m'a dit, du coup, c'est pose-toi et à un moment donné, n'hésite pas à aller plus loin que ce que tu entends. Donc, il m'a raconté une histoire qu'on retrouve dans le livre, que je trouve ça formidable. En fait, il est passé un jour dans les bureaux. C'était sur les premières années où il avait créé Simple CRM, qui est devenu Simple Group aujourd'hui. C'est une très belle société. Et il avait entendu des personnes rire dans l'équipe dev. Et du coup, il va voir et en fait, il leur remonte, les devs lui remontent le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a acheté Simple CRM et qui est très déçu, qui a contacté le support parce qu'il n'a pas de nouveaux clients. Mais parce qu'il pensait qu'un CRM, ça allait apporter des leads. C'était pas pour gérer ses opportunités, ses leads et ses affaires. Non, que ça allait apporter du business. Mais en fait, lui, ça l'a pas fait du tout rire, Brice, cette histoire, parce qu'il s'est dit, mais si à un moment donné, quelqu'un avait cette attente, déjà, on va le décevoir. Mais deux, ça veut dire peut-être que le CRM n'est pas assez complet. Et c'est à partir de là où il a réussi à faire une version un peu plus évoluée de Simple CRM, qui est Simple CRM Enterprise, sur lequel, en fait, il y a tout un aspect d'intelligence artificielle qui va aller crawler le web, travailler avec des générateurs de leads, etc., pour trouver, en fait, le bon matching par rapport aux prospects, par rapport aux ventes qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on va faire demain. Donc, peu importe le sujet, mais ce qui est important, c'est de savoir se réinventer et d'aller plus loin sur le Product Market Fit. Sinon, on va rester au même niveau que les autres. Et peut-être les derniers sujets, et tu m'arrêtes, je parle sous ton contrôle, c'est toute la partie du coup sur ce fameux MVP quand on fait le Product Market Fit. Il ne faut pas avoir peur sur son MVP, sur la première mouture de ce qu'on va faire, d'avoir quelque chose de moche et de pas fini. Parce que si vous avez un MVP qui est beau, déjà, vous n'aurez pas envie de le casser parce que voilà, finalement, vous savez un peu trop déjà ce que vous voulez faire. Et si vous avez un product market fit que vous voulez évoluer, que vous voulez voir évoluer à travers ce MVP, il faut que ce soit un petit peu tordu, que vous ne sachiez pas exactement parce que, vous accepterez beaucoup mieux les retours parce que forcément, c'est plus agréable d'avoir des retours sur quelque chose qui n'est pas totalement fini. Et d'autre part, c'est que si vous êtes un peu disruptif dans votre développement, dans votre manière de voir les choses, forcément, ça sera tordu. Et c'est les personnes qui vont l'utiliser qui vont vous aider à recoller les tuyaux de la bonne manière. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte de son MVP. Son MVP, c'est fait pour ça. Si on a un beau MVP, c'est qu'on l'a lancé trop tard et que peut-être qu'on fera du bon business, mais en tout cas, on ne sera pas disruptif, ça c'est certain. Donc, il faut AB tester, il faut tout traquer, il faut mesurer, il faut utiliser des outils comme Intercom à un moment donné pour pouvoir recueillir des feedbacks. Il faut intégrer ces feedbacks, mais quand même les prioriser, pas n'importe comment. Utiliser des outils comme Hotjar, etc., qui vont vous faire des cartes de chaleur, parce que peut-être qu'il y a un endroit, une super feature, c'est une personne qui utilise parce qu'elle est mal placée, il faudra peut-être la mettre ailleurs. Alors, et après, vous pouvez aller plus loin, des outils comme Mixpanel qui vont permettre de créer des événements, de faire un peu plus de communication commerciale intelligemment. Ouais, je vais t'arrêter parce qu'effectivement, il faut lire le livre aussi. Effectivement, le product market fit, c'est vraiment pas quelque chose de figé. C'est quelque chose que vous faites évoluer et votre capacité de pivotage, d'adaptation, d'écoute va être clé pour réussir sur ce point-là. Je passe au deuxième point que j'ai évoqué, c'est la question de la techno. J'en parlais encore la semaine dernière avec un éditeur qui se lance sur le choix de la techno. Il va avoir une techno différente pour son MVP que la techno qu'il veut avoir pour sa solution finale. Avec effectivement cette difficulté entre la capacité des équipes à connaître les nouvelles technos
des technos qui sont moins pérennes que d'autres. Comment tu vois les choses et pour moi, il y a un vrai enjeu de succès et des éditeurs se sont plantés parce qu'ils avaient fait le mauvais choix de techno, soit une techno trop pointue, soit une techno trop ancienne. Et encore une fois, c'est une ligne de crête, quoi. Tout à fait. Alors, il y a la technologie, il y a toute la stack technique, parce que là, on parle de la techno, mais souvent, c'est une couche de technologie qui vont faire en sorte qu'on va avoir une bonne architecture de son développement logiciel du lien avec la partie production. Mais là, du coup, c'est ProAbono, c'est le directeur technique de ProAbono qui est une solution justement d'abonnement, de gestion de la récurrence des facturations, notamment pour les éditeurs de logiciels, mais pas que, aussi pour les opérateurs téléphoniques, etc. Il vient du monde de chez SFR à la base. Donc, c'est important, effectivement, de très bien choisir sa stack technique à la base, puisque si on a une mauvaise architecture, on risque d'avoir quelque chose de monolithique à un moment donné. Et dès qu'on veut un petit peu modifier quelque chose, ce qu'on appelle un effet de bord. Ok, je tire ici, j'ai un bug ici. Donc, oui, si on peut avoir déjà une architecture un petit peu découpée, alors c'est pas une obligation, ça dépend des business, mais c'est quand même pratique à un moment donné si on veut faire évoluer rapidement son produit. Donc, ça correspond quand même à 80% des logiciels SaaS, j'ai envie de dire. Donc, avoir des briques qui travaillent en microservices à un moment donné. Et là où, à un moment donné, on a des business core, et là, pour le coup, je vais prendre l'exemple d'Advisor. C'est important de choisir la bonne techno, puisque on s'est planté. On s'est planté effectivement sur les premiers choix technologiques. On avait une personne qu'on avait recrutée qui était fabuleux, qui était docteur en intelligence artificielle, qui nous a permis d'avoir des briques extrêmement bonnes sur plein d'endroits et qui avait une expérience sur Drupal. Donc, comme tu sais, une bonne marketing, contenu, expérience sur Drupal, candidat parfait. Ce qui nous a permis de faire toute la première mouture d'Advisor. Sauf que Drupal s'est avéré à un moment donné être du PHP, être ce qu'on appelle un plat de spaghetti, où on n'est pas sur de l'orienté objet de la même manière que ce qu'on peut retrouver sur d'autres briques qu'on peut retrouver dans les CMS, donc CMS Content Management System, ce qui permet d'afficher à un moment donné le contenu sur un site web notamment. Et on s'est rendu compte avec quelque chose qu'on appelle du legacy, de l'héritage, de la dette technique, avec un Drupal un peu maillé partout, tentaculaire, qu'on n'arrivait pas à retirer. Donc, on a mis un gros travail pour à un moment donné arriver à retirer, j'ai envie de dire, cette partie presque cancéreuse. On l'a retirée délicatement. Alors, nous, ça va, du coup, on s'en est bien sorti. mais effectivement, il a fallu changer ça et ça a mis du temps. On a mis une technologie tout à fait différente qui s'appelle DatoCMS, qui travaille beaucoup plus sur la partie back-office, en s'affranchissant, donc back-office, c'est la partie vraiment de développement, en s'affranchissant du front-office, de ce qu'on va retrouver sur l'écran, où là, du coup, on va avoir une autre technologie qui va nous permettre de faire exactement ce qu'on veut sur le front. La question entre ProAbono, qui ont fait le bon choix, justement, à un moment donné, d'avoir quelque chose de ultra stable, et ça n'a pas bougé ProAbono depuis 5 ans, parce qu'en fait, ils ont pris une brique techno sur laquelle ils peuvent mettre des API, sur lequel ils peuvent faire toutes les évolutions. Ce corps, ce noyau dur, il est très efficace. Nous, on était parti en C++, donc c'est une vieille techno, mais qui avait cette capacité, et notre développeur était quand même très bon d'avoir des vraies modélisations objets dès le début, et donc d'être très capable de rajouter au fur et à mesure des fonctions et des briques. Mais bon, depuis, c'était en 2006, notre éditeur de logiciels, de podcast mobile. Très bien, sur le sujet techno, on va passer un peu plus vite. C'est un sujet clé, mais sur lequel il n'y a pas finalement tant de choses à dire que ça. On va aller sur d'autres sujets importants aussi. Le financement, on est dans un métier où il est indispensable de bien construire sa stratégie de financement au même titre que sa roadmap produit. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui nécessite de l'investissement beaucoup plus que d'autres. Moi, aujourd'hui, dans mon métier d'agence marketing, j'ai pas besoin d'investissement. Je considère que je dois être rentable tous les jours et je vends de la prestation de service, donc quelqu'un me l'achète, je paye quelqu'un pour la produire et il faut que je dégage une marge entre les deux. Quand on est éditeur de logiciels, il y a plusieurs mois, voire années, de développement du produit. Il y a même aussi, après tout le temps, du marketing et du lancement du produit. Et vu qu'on vend par abonnement, on se retrouve aussi dans un retard sur l'entrée des sous. Quand on vendait des licences en one-shot avant, on avait tout de suite 100 000 € et 20% l'année prochaine. Là, maintenant, on va toucher
un douzième de 20% tous les ans, ou même de 30% tous les ans, mais ça va être beaucoup plus long. Donc, il faut avoir beaucoup plus de cash. Et plein d'éditeurs se plantent parce qu'ils ne préparent pas assez bien leur financement au démarrage et puis tout au long de la vie du projet. Il faut plusieurs années pour être en cash flow positif dans ce métier-là. Et ça, il faut vraiment, sauf exception, le prendre en compte au démarrage. Alors effectivement, je pense qu'il y a trois sujets qui sont intéressants là-dessus. Hier, en arrivant à Paris, j'étais avec mes commerciaux parce que, comme tu le sais, on est dans un salon à France Digital Day toute l'après-midi. Enfin, un des seuls salons qui est resté du coup en présentiel cette année. Et on parlait du vocabulaire en fait qui est lié au modèle SaaS. Parce qu'on utilise beaucoup d'anglicismes, comme beaucoup de secteurs d'activité, mais les mots-clés utilisés, notamment la partie growth, en fait, c'est un terme qu'on ne retrouve pas. Normalement, on parle de développement, on ne parle pas de croissance, on ne parle pas de growth, c'est un terme financier. Et ça montre bien, en fait, le lien très fort qu'il y a entre le monde du SaaS, pas le monde logiciel, le monde du SaaS, et le monde de la finance, dans le sens des investissements et des cash flows rentrants. Puisqu'effectivement, comme tu le disais, il y a pas 10 milliards de recettes aujourd'hui. C'est pour ça que les fonds d'investissement, toute cette partie du secteur des VC, des business angels, a explosé en même temps, en tout cas en France, qu'a explosé le modèle du SaaS, puisqu'effectivement, on a besoin de développer, d'assurer sa croissance en montrant à un moment donné un modèle économique et de la croissance qui est comme ça, pour faire des projections sur le futur en expliquant qu'on peut y arriver sans aucune difficulté. C'est juste qu'on a besoin à un moment donné de trésorerie pour se permettre de faire ça. Et donc, les deux sujets sont intrinsèquement liés. Alors, il y a des contre-exemples, hein, bien entendu. Il y a des sociétés, de belles sociétés qui aujourd'hui ont réussi à se développer, peut-être moins rapidement que d'autres, mais de manière aussi pérenne, en prenant le temps dans le monde du SaaS. Voilà, on pourrait sortir des exemples. C'est pas forcément les marques les plus connues, mais en tout cas, ils peuvent être aussi quand même bien installés. Mais ça reste 10%. Et il y a un autre modèle qu'on aborde dans le livre, peut-être pas au même endroit, mais qui est plutôt au niveau du channel, parce qu'aujourd'hui, on a cette logique de vendre online, parce que la plupart de ces softs sont du B2B ou B2B2C, et donc ça marche très bien la partie online. Mais c'est vrai qu'il y a le channel. À l'époque des boîtes, à l'époque des logiciels qu'on revendait avec du coup des réseaux de revendeurs distributeurs, il y avait cette possibilité-là qui était beaucoup plus prégnante, mais qui existe toujours aujourd'hui. Donc on a un témoignage de Charlie Delsol qui pour le coup est en Corse. Donc après la Belgique, on descend beaucoup plus dans le sud, qui justement lui est passé sur un logiciel qui est lié à la dématérialisation. Donc la dématérialisation des documents, des factures, de tout ce qui est administratif. Et souvent, cette partie-là a besoin de hardware. Donc tout ce qui est software plus hardware, à un moment donné, ça coûte très cher. Parce que voilà, il faut déjà des beaux outils. Et en fait, ils vendent sur des licences. Mais ces licences sont passées sous un format de leasing, à un moment donné, auprès de revendeurs. Donc finalement, le client final va payer un abonnement mensuel à des revendeurs qui eux-mêmes, du coup, ont reçu avec des solutions un peu d'affacturation et des modèles de leasing beaucoup de cash auprès de banques, et du coup, il se fait payer ainsi. Donc, des fois aussi, il faut savoir penser qu'il y a d'autres modèles de rémunération où on peut éviter le financement par des tiers et qui vont ensuite prendre des parts de la société, bien entendu. Néanmoins, c'est quand même la voie, peut-être pas dire la voie royale, mais c'est la voie la plus classique aujourd'hui, si on veut aller vite, quoi. Qui va être nécessaire. Enfin, il y a plusieurs moments de financement clés. Il y a bien sûr financer le premier produit, le MVP, donc toute la période sur laquelle on va développer quelque chose jusqu'au moment où on peut commencer à vendre. Mais après, il faut financer les ventes. Et l'un des ratios clés, des KPI clés, donc on évoque aussi dans le livre avec tous les autres, c'est ce ratio entre le coût d'acquisition client et la lifetime value, qui est la marge dégagée par le client pendant la durée de vie du projet. Et on voit bien que certaines lifetime value vont être très importantes, mais vont s'étaler sur plusieurs années. Alors que le coût d'acquisition du client, lui, il va falloir le payer avant de signer le client. Donc, il y a toute une part d'investissement pour gagner un client qui va rapporter de l'argent pendant plusieurs années. Et ça, il faut le financer aussi. Et après, il y a le financement, le troisième type de financement qui vient, qui est le financement de l'internationalisation.
On a la chance d'être dans un beau pays comme la France, mais cette France est un petit pays par rapport à un marché américain et à d'autres marchés. Donc, il faut aller capter ces grands marchés. Et là aussi, ça coûte très, très cher. Et donc, c'est des étapes de financement. C'est une étape que tu es en train de vivre. Alors, pas au niveau américain, si je ne me trompe pas, mais au niveau européen, d'aller adresser les autres pays européens. Tu as dû faire une levée de fonds pour ça parce que ça demande de l'argent, de reproduire ce qu'on a créé dans un pays, dans un autre pays, de traduire, d'embaucher, etc. Donc, vraiment, ne vous plantez pas dans votre stratégie de financement et associez assez tôt des business angels, des VC auxquels vous avez confiance, parce qu'il y a aussi plein d'histoires de mariage raté entre financiers et entrepreneurs. Et c'est important de le vivre comme un mariage et donc de bien choisir ses VC, même s'ils ne vous donnent pas toujours la meilleure valo. Ça va être important aussi d'avoir des gens avec qui vous avez une vraie relation de travail, qui vous font confiance, à qui vous faites confiance et avec lequel vous pourrez affronter comme un mariage le meilleur et le pire. Oui, parce qu'on parle de product market fit, mais c'est vrai qu'on pourrait parler aussi à un moment donné. Tiens, t'es moins dans l'écran. Pardon. de VC startup fit, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, souvent quand on a besoin de cash, de financement, on va pas forcément réfléchir avec les 10 personnes avec qui on va pouvoir se marier. Hein. Le premier ou la première qui vient, voilà, on va y aller. C'est vrai que des fois, il faut peut-être savoir attendre, mais ça, on peut le savoir qu'après. Il faut savoir attendre. Et moi, j'ai aussi pas mal de copains qui vont chercher la meilleure valo à tout prix. Quitte à pas choisir le meilleur investisseur ou celui qui pourra l'accompagner le mieux dans la durée. Et c'est comme quand on choisit un boulot, il faut choisir sa mission, son projet, mais il faut aussi choisir son chef et son équipe. Et c'est les deux qui font la réussite. Et c'est pas le meilleur salaire ou pas la meilleure valo qui vont faire le travail le plus épanouissant ou la collaboration la plus épanouissante. Il faut vraiment marier humain et financier, et pas que financier, parce que la route est longue et les épreuves vont être difficiles. Et si la relation n'est que financière, vous risquez, là je parle aux éditeurs, de vous faire dégager en cours de route et c'est pas drôle. Peut-être pour démystifier en fait la levée de fonds, et je pense que ce conseil qui est plus personnel, mais on peut le retrouver aussi dans le livre, c'est Karim Jouini de Expansia qui a justement levé des fonds avec Isaïe. Et ça, globalement, ça lui a changé sa vie. Hein, mais il venait un éditeur de logiciels pour le coup, côté francophone, mais tunisien. Avec du coup des avantages de travailler en mode offshoring, mais aussi des inconvénients, hein, d'être beaucoup moins dans la place parisienne notamment, qui a du coup rencontré Isaïe. Ça a fait aujourd'hui une des plus belles solutions autour de la gestion des notes de frais avec une très forte croissance en Europe. Mais Karim, du coup, et je corrobore totalement ce qu'il dit, c'est en fait, faut un peu à un moment donné démystifier le fonds d'investissement, parce qu'en fait, qu'on vende tel produit ou tel produit, j'espère qu'il n'y a pas trop de fonds d'investissement, mais finalement, peu importe. Eux, ce qui les intéresse, c'est 3 choses, hein, mais c'est presque conceptuel, hein, c'est le produit ou le service qui les intéresse peu au final. C'est 1, l'attraction que vous avez. 2, la compétition. 3, la profondeur de marché. Donc, si à un moment donné, le marché, il est énorme, la gestion des notes de frais, aujourd'hui, toutes les entreprises pourraient en avoir besoin. Une compétition qui est là, mais sur lequel, à un moment donné, elle n'est peut-être pas suffisamment différenciante, segmentante, avec des assets technologiques moins fortes que vous, ou des capacités d'acquisition, quelque chose qui est moins bien que vous proposez, et qu'en plus, vous avez une traction qui est comme ça. Là, clairement, les fonds d'investissement vont venir. Mais il faut surtout qu'il y ait vraiment une vraie profondeur de marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un super business et vous êtes déjà même rentable, etc., finalement, ça ne les intéresse pas forcément. Parce que s'ils se rendent compte que la profondeur de marché, donc le potentiel business ne dépasse pas 5, 10, 100 milliards potentiellement, ils savent que derrière, ils ne feront jamais un multiple de x10 par rapport à la mise. Et donc, ils ne viendront pas, même si vous avez un business qui est très bien. Et ça, à ce moment-là, si vous avez un business qui est très bien, rapprochez-vous de BPI France, rapprochez-vous d'autres acteurs qui vont faire de la dette senior. Il y a les obligations. Il y a d'autres mécaniques de financement que les VC, c'est certain. 4e sujet, là, on rentre dans le cœur de nos sujets respectifs, la question de l'acquisition. Quelle machine à lead mettre en place, comment, une fois qu'on a trouver un bon product market fit, qu'on a testé, qu'on a eu nos premiers clients qui sont satisfaits, comment réussir à adresser plus de clients, comment réussir à faire connaître bien sa solution.
Bien sûr, je te laisse la parole. C'est l'une des missions d'Advisor. Oui, on va se battre sur le sujet, parce que c'est des deux sujets qu'on adore forcément. D'une certaine manière, chez Advisor, on a une vision partielle du sujet, en tout cas par rapport à la proposition de service qu'on peut faire. Par contre, j'ai une vision qui est très globale sur le sujet. L'acquisition, effectivement, c'est extrêmement important parce que c'est faire venir du trafic, vers venir des leads, voire faire venir des clients directement sur votre site. Donc aujourd'hui, c'est la base. Le cinquième point qu'on va voir derrière, c'est qu'aussi cette acquisition, ça va servir aussi beaucoup à nourrir à un moment donné vos commerciaux en lead, parce que Internet, c'est magique, on peut y faire beaucoup de choses, on peut vendre en ligne, mais la partie humaine, dans tous les business, tout éditeur SaaS que je connais, des plus petits aux plus grands, il y a des sales guys. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va viser des grands comptes stratégiques qu'on va essayer de faire venir, et eux, ils vont pas signer naturellement comme ça chez vous. On va essayer aussi de faire des upsells, donc des petits comptes sur lesquels, pendant un petit moment, on se rend compte qu'ils ont tout pour passer à une offre supérieure. Ça veut dire qu'il faut peut-être les motiver. Et puis ça, c'est pas un email qui va leur expliquer ça. Ça marche aussi. Mais donc ça, c'est pour la seconde partie, le dernier secret qu'on verra à la fin sur la partie comment booster ses ventes. En tout cas, la partie acquisition, pour moi, il y a 3 sujets. Il y a un sujet qui est très court terme, un qui est moyen terme, un qui est long terme. Peut-être sur le long terme, je te laisserai peut-être la parole, mais est-ce que c'est toute la partie inbound, en fait. Votre SEO, c'est le sujet qui est le plus plébiscité aujourd'hui chez les éditeurs de logiciels. C'est le sujet le plus challenging aussi, parce que ça travaille sur du long terme. Donc, il faut absolument faire votre propre stratégie SEO avant de dépenser de l'argent sur du AdWords ou d'argent ailleurs, etc. Il faut travailler sur votre SEO. Peut-être là, du coup, je te laisserai la parole sur la partie inbound, comment travailler son SEO. D'accord, très bien. Et sur, j'y vais alors. Effectivement, moi, 1 minute 30, je vous l'ai dit, on était pionnier sur l'inbound marketing. L'inbound marketing consiste à faire venir vers soi les clients avec des socles que sont le référencement naturel, que sont la production de contenu, que sont aussi les réseaux sociaux et le marketing automation. Et c'est ce qui a fait le succès d'HubSpot, un autre éditeur SaaS, donc on ne présente plus pour beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment mis en place chez nos clients depuis 8 ans, avec cette dimension qui est clé et qui fait qu'il y a un vrai market fit encore entre le SaaS et l'inbound. C'est que dans plein de cas de figure, il faut éduquer le client à la pertinence du logiciel, le sensibiliser, lui montrer les cas d'usage, expliquer les process qui sont solutionnés par le logiciel. Et c'est en cela qu'à travers une stratégie SEO qui vient traiter les différents enjeux du soft, les différentes solutions, expliquer les problématiques, expliquer comment ça fonctionne, qu'on va réussir à amener le prospect tout doucement à s'intéresser à la solution logicielle et à décider d'investir et puis derrière à choisir une solution parmi d'autres. Et c'était vrai d'autant plus en 2012 quand sur l'ensemble des logiciels, on était beaucoup dans une situation de primo-équipement et qu'il fallait éduquer. Enfin, Salesforce s'est lancé un peu avant, mais il a fallu éduquer au SaaS, éduquer pourquoi mettre en place un CRM, qu'est-ce que ça avait comme avantage en termes de rationalisation des processus, de mise au carré du travail des équipes commerciales. Il y a eu tout ce travail d'évangélisation. Aujourd'hui, certains marchés ne sont plus des marchés de primo-équipement. Et à ce titre-là, les stratégies marketing doivent changer et c'est plus nécessairement l'inbound qui, sur ces marchés-là, va être efficace. Nous, on travaille avec un éditeur de logiciels qui travaille sur les centres d'appel et qui fait des logiciels de centres d'appel. Sur ce marché-là, ça ne sert à rien de faire de l'inbound et de faire un livre blanc sur à quoi sert un logiciel de centre d'appel. Lui, il gère un centre d'appel tous les jours. Il a déjà un logiciel de centre d'appel. La seule façon de l'intéresser, ça ne va pas être de faire du marketing ou de l'inbound marketing, ça va être de réussir à obtenir un rendez-vous d'1 quart d'heure pour lui faire une démo. Et c'est pour ça qu'on a évolué, nous, dans nos approches méthodologiques. On reste expert du contenu, de l'inbound, du marketing automation, etc. Mais on a créé une nouvelle méthode qui s'appelle l'Acquisition Strategy Design et qui consiste à bien comprendre le parcours d'achat du client. Et on parle plus nécessairement des différentes personas clients, mais on est vraiment dans le parcours d'achat qui va impliquer plusieurs personas tout au long du parcours, qui vont décider en même temps, qui vont se poser des questions et comprendre comment un client
va passer d'un moment où il identifie un problème jusqu'au moment où il décide d'investir dans une solution et jusqu'au moment où il achète votre solution. Donc pour ça, on a créé un Canva, le Canva d'acquisition, que vous pouvez télécharger sur acquisitioncanva.com, qui pose des questions qui permettent de remonter ces questions-là, de formaliser le parcours d'achat. Et à partir du parcours d'achat, on va être en capacité de lister toutes les actions qu'on peut faire en regard des actions du client pour faire progresser le client dans son parcours d'achat. Et à partir de là, créer un plan d'acquisition qui prenne réellement en compte plusieurs facteurs qui finalement, et j'ai publié un article il n'y a pas longtemps sur pourquoi j'ai arrêté l'inbound marketing. Bien sûr, c'est un titre provocateur, mais avec cette idée de dire l'inbound marketing ne marche pas à tous les coups pour une stratégie d'acquisition. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il y en a un qui est bien sûr la maturité du marché sur un produit. C'est ce que je viens d'évoquer avec cette solution de centre d'appel d'Enghouse. Selon la maturité des marchés, on n'a pas besoin de sensibiliser de la même façon que sur un marché non mature, etc. Et il y a aussi la nature de la taille de la cible. L'inbound marketing, c'est super pour adresser des cibles diffuses, pour adresser un marché très large où on ne sait pas très bien qui va être nécessairement le prochain client. Des gens qu'on ne peut pas mettre dans une base de données de quelques milliers de contacts. Quand on a plusieurs dizaines de milliers de contacts, l'inbound marketing, c'est très bien potentiel parce que ça va faire remonter des leads qu'on ne connaissait pas. Mais dès qu'on a une cible qui est assez étroite, pour toi, les éditeurs de logiciels, l'inbound marketing, pour toi, n'est pas la bonne solution pour adresser tes clients. C'est facile de créer un fichier de tous les éditeurs de logiciels français, espagnols, anglais, et de commencer avec du mailing, avec de la prospection, avec du LinkedIn, à rentrer en contact, à présenter ces solutions, à produire des contenus aussi, mais des contenus que tu vas adresser autrement que par du référencement naturel et par des réseaux sociaux. Tu vas aller directement cibler les gens qui t'intéressent et tu vas gagner un temps fou. Et c'est en cela que travailler sur l'acquisition strategy design, avoir cette vision complète du processus d'acquisition, de bien comprendre la maturité, la nature de la cible, la capacité à réduire la cible, parce que si on réussit à réduire la cible, on arrive à concentrer des actions marketing sur des gens chez qui ça va marcher, comme toi, les éditeurs de logiciels, et c'est un gain de temps et un gain d'énergie incroyable. Et l'acquisition strategy design permet aussi de réduire la cible parce qu'on décompose le parcours d'achat, on peut peut-être s'adresser directement à des gens plus avancés dans le parcours d'achat. Mais pour ça, du coup, il faut effectivement, quand on est éditeur de logiciels, avoir une vision qui commence à être très mature de son business, de son product market fit. Et c'est vrai, quand on est au démarrage, on a besoin de méthodologies, des fois, qui sont un peu plus classiques. Quand on a besoin, pour avoir un entonnoir large, tout à fait. Qui est large, et ensuite qu'on va resserrer parce qu'on va identifier ces différents personae, ceux qui sont peut-être le plus rémunérateurs, ceux sur lesquels on passe un peu trop de temps et qui sont peut-être moins rémunérateurs. Mais c'est vrai que du coup, cette partie-là, SEO, pour votre propre inbound marketing, c'est quelque chose qui est une des bases aujourd'hui quand on démarre. Ça, c'est sûr, quand on est sur la première étape. Et toi, avec Advisor, d'une certaine façon, tu te substitues à l'éditeur pour faire son SEO, pour lui générer des leads et pour capitaliser sur ta puissance de référencement, sur tout le travail que tu as fait. Tu peux, pour tes clients, faire remonter leurs problématiques et leurs solutions beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Exactement, parce que du coup, je disais sur le long terme, c'est votre propre stratégie SEO qu'il faut commencer à nourrir dès maintenant, parce que le SEO a son propre temps. Sur du très très court terme, j'ai envie de dire même des fois, quand on est encore sur l'étape du MVP, du Product Market Fit, des solutions comme AdWords qui ont des résultats instantanés sont parfaites, puisqu'en fait, vous allez pouvoir faire une page d'inscription avec factice, avec un faux logiciel, une fausse proposition de valeur pour votre logiciel, dans lequel vous allez faire des tests pour voir si finalement, tel nombre de logiciels, ça marche mieux que l'autre, si telle proposition de valeur, ça réagit mieux ou moins bien sur Google AdWords. Donc, ça, c'est vraiment de l'instantané, mais ça coûte très vite, très cher. Et c'est vrai qu'entre les deux, on s'est calé là, Advisor, sur une logique à un moment donné où on va rédiger les contenus sur des thématiques qui vont toucher vos personae, vos secteurs d'activité. On va présenter intelligemment des solutions, comme tout à l'heure, on parlait de notes de frais, on a écrit plein d'articles sur les notes de frais, sur les indemnités kilométriques, où on va à un moment donné présenter des solutions comme Expansia, des solutions comme Concur aussi, qu'on a en client commun. L'intérêt de travailler plutôt avec telle solution, plutôt telle autre. On va présenter tout simplement les avantages différenciants de chacun. C'est ainsi, du coup, qu'on arrive à générer sur du moyen terme, donc en l'espace de
2 mois, une bonne qualité, une bonne quantité de leads qui permet de servir le côté beaucoup plus instantané d'un AdWords, la partie beaucoup plus long terme d'un SEO et la partie plutôt acquisition stratégie design que tu présentais, qui est plutôt plus spécifique quand on commence à être mature, quand on a bien géré ces trois Oui, et puis nous, on va travailler sur d'autres leviers que le online. On va travailler sur la mise en place d'événements, d'une présence sur salon, potentiellement du média plus traditionnel aussi, si c'est pertinent, selon les clients. Donc, on a vraiment cette vision systémique et exhaustive des différents canaux de la com, du marketing et de la vente, et on essaye de coordonner tout ça dans un process unique. En fait, ça, c'est vraiment la puissance de la méthodologie, c'est cette vision systémique et transverse. Ouais, je pense que c'est important et ça, c'est malheureusement, c'est souvent peu intégré, non pas par les responsables marketing dans les sociétés, mais par les CEO qui aiment bien, logiquement, venant du monde du logiciel, bien mesurer la performance de chaque canal, regarder combien ça coûte un lead sur AdWords, un sur Advisor, un sur son SEO, plus toutes les ressources humaines qui travaillent sur ces 3 sujets, et en oubliant à un moment donné la partie 360 degrés, la partie marketing systémique qui va faire en sorte que oui, si on a un affichage 4 tiers sur votre solution dans le métro, oui, en même temps, il y a des articles promotionnels et sponsorisés qui sont sur Advisor qui vont mettre en avant. Si en même temps, vous avez des articles qui s'indexent, etc., et que vous faites un événement, c'est tout ça, en fait, qui va faire une réelle synergie, à un moment donné, qui va permettre de vous sortir la tête de l'eau par rapport à d'autres éditeurs de logiciels pour que vous soyez visible. Parce que sinon, ce que j'appelle souvent, que je dis à mes prospects, ce que j'appelle, c'est du saupoudrage. À un moment donné, ça sert à rien de tester un petit peu. Je vais mettre 1 000 € ici, 500 € par là, on va mesurer. Alors, c'est une tendance de fond qu'on appelle le growth hacking, qui est de faire des tout petits tests comme ça, mais qui aussi, du coup, et ça, c'est toute la génération, en fait, de beaucoup de start-upers qui sont partis sur ce modèle en oubliant que growth hacking, c'est bien, mais on en oublie du coup l'ensemble des synergies qu'il peut y avoir sur les D'ailleurs, j'ai écrit un article aussi, une tribune que Jérémy va mettre en ligne, je pense, sur le lièvre et la tortue en marketing. Donc, c'est vraiment le parallèle que tu viens de faire. Le côté lièvre du growth hacking, de tous les leviers chauds comme l'AdWords qui vont très vite, sont vachement bien pour lancer, mais il faut aussi avoir des stratégies de plus long terme, comme tu l'indiques, pour avoir sa propre différence, pour être beaucoup plus robuste et résilient à la concurrence. Parce que quand il y a de la concurrence qui vient sur AdWords, c'est celui qui paye le plus cher qui prend la mise. Et à la fin, par nature, il y a un effet ciseau qui fait que vous allez perdre de l'argent sur chaque client. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour investir plus cher. Donc, il faut vraiment s'inscrire, comme tu le dis très bien, entre le court terme et le long terme et réussir à avoir des stratégies qui mixent tout ça. Et c'est l'objet de cette tribune sur le lièvre et la tortue en marketing. Le temps file. Dernier sujet, la vente et l'organisation des ventes, qui est une spécificité aussi du monde du SaaS, qui a introduit des nouveaux métiers dans la vente qui n'existaient pas avant, que sont les SDR, les Sales Development Representative, les Account Executive et les CSM, les Customer Success Manager. En quelques mots, tu peux évoquer ça rapidement, et puis après, moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on ait aussi des questions de la salle. Allez, du coup, je vais essayer d'être efficace sur le sujet. Avant de parler du coup de l'organisation commerciale, je pense que c'est intéressant de parler des metrics, les KPI, donc les Performance Indicators, qui vont permettre à un moment donné de s'assurer d'avoir le bon lien entre cette partie acquisition et cette partie vente. Et surtout les résultats que ça génère. Donc, c'est vrai qu'on a des KPI qui sont très spécifiques dans le monde du logiciel. On a le MRR, donc Monthly Recurring Revenue, qui multiplié par 12 fait l'ARR, avec la vision beaucoup plus annuelle. Généralement, on dit qu'on arrive au succès quand on a 1 million € d'ARR. Et aussi, généralement, on dit que pour 1 million € levé, il faut arriver à 1 million d'ARR. Sinon, on commence à avoir un business qui est pas parfaitement maîtrisé, ou en tout cas qui n'est pas le plus sexy du monde pour faire ensuite une série B, une série C. Ce qui est certain, du coup, c'est sur ces différents KPI, il y en a un autre qui est extrêmement important pour toujours faire le parallèle avec la partie d'avant d'acquisition, c'est le coût d'acquisition client, le CAC, et ensuite, c'est là pour faire plutôt le parallèle sur les revenus que ça va apporter, c'est le LTV, donc Lifetime Value. Et peut-être le KPI secret qu'on pourrait donner parmi tout ça, c'est le CAC, coût d'acquisition client, divisé par Lifetime Value, combien ce client va me rapporter pendant 3 ans. Ça va permettre d'avoir un chiffre
Et généralement, il vaut mieux qu'il soit supérieur à 1, ou alors ça veut dire qu'on fait Sinon, on perd de l'argent. Oui. Voilà, on perd de l'argent, mais ça peut être une stratégie. Hein. Salesforce l'a fait pendant longtemps. Voilà, c'est la politique de terre brûlée, ça s'appelle. Mais voilà, il faut avoir les moyens et les reins solides pour le faire. On parlait du financement tout à l'heure. Voilà. Non, donc la logique, voilà, c'est qu'il faut arriver à des ratios 2, 3, 5 en fonction de ses business. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand on a un ratio supérieur à 1 dans ce modèle, ça veut dire qu'on a eu un bon alignement généralement entre la partie acquisition, marketing, la partie produit qu'on a vu au tout début et le tout dernier sujet qui est la partie vente, la partie sales. Et pour avoir ce bon alignement, généralement, une généralité, hein, mais on est là pour passer des secrets, mais voilà, les vrais secrets sont toujours un petit peu différents. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est avoir une belle organisation commerciale, effectivement, sur 3 piliers. Des personnes, des responsables commerciaux qui vont pas faire de vente. Alors, ça paraît étrange. Hein. Moi-même, au début, j'ai eu du mal à me caler là-dessus. Ça correspond pas à tous les modèles, mais c'est des personnes qui vont être là pour gérer la partie inbound ou pour faire de la prospection, une partie outbound, où ils vont qualifier. Bonjour, monsieur le prospect. Oui, je vous pose un certain nombre de questions. Vous avez besoin de quoi? Et en fonction de ça, définir le scoring du prospect. Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est chaud? Mais aussi à côté, est-ce qu'il a un vrai potentiel? Est-ce que c'est pas uniquement ce qu'on appelle un MQL, un Marketing Qualified Lead? C'est-à-dire que oui, le marketing a dit oui, c'est un vrai prospect. Mais derrière, il faut être sûr que ce soit un Sales Qualified Lead. Donc, un prospect qui va vraiment intéresser un commercial. Donc, le SDR fait le lien souvent entre l'acquisition, le marketing, l'inbound, l'outbound pour ensuite passer le ballon, si ce ballon mérite d'être passé, à ce qu'on appelle du coup un account executive. Account executive, comme son nom ne l'indique pas, qui n'est pas un responsable vraiment de compte, mais qui est surtout un vrai vendeur, qui n'est pas un vendeur purement chasseur, hein, puisque du coup on lui passe quelque chose qu'on lui a déjà plus ou moins dit où aller chasser. Et du coup, cet account executive, lui, pour le coup, va faire la vente. Et ça dépend des modèles, mais généralement, il va s'arrêter à cette vente. Alors déjà, c'est très bien parce qu'il a fait sa vente, mais il va passer le ballon à nouveau à ce qu'on appelle un Customer Success Manager qui n'est là plus du tout dans une logique de vendre, bien entendu, ça a déjà été fait, mais dans une logique de fidélisation, de compréhension des problématiques pour faire en sorte qu'il y ait une boucle itérative qui se passe au niveau du produit pour que le produit soit toujours le mieux possible. Et aussi, à un moment donné, pour faire des petits upsells quand même, en repassant le ballon quand c'est opportun. Donc, une upsell, une vente additionnelle ou une vente sur un niveau d'abonnement supérieur à l'account exécutive. Donc, ce qui permet du coup de dispatcher un peu les sons de cloche, comme ça le client est en parfaite confiance avec son Customer Success Manager, qui l'écoute réellement et qui seulement quand c'est opportun va dire au commercial, là, il faut peut-être faire quelque chose parce qu'il y a un réel besoin. Donc, tu n'es plus sur une logique de vente, c'est ton client qui va t'acheter. Tu ne vas plus vendre, ton client va t'acheter. Et là, quand on a réussi ça, on a gagné. Super. Bon, ça nous amène à la fin de cette séance de questions-réponses entre nous. Vous avez des questions dans la salle, donc n'hésitez pas à en poser. On a abordé beaucoup de sujets, mais il y a encore plein d'autres sujets qui sont abordés dans le livre. Tous les secrets de la croissance pour accélérer la vente de votre solution SaaS. Vous avez constaté le super jeu de mots autour du SaaS, bien sûr. Donc, vous retrouvez ce livre dans toutes les librairies. Et dans ce livre, les 19 interviews dont tu as parlé, tu en as partagé quelques-unes. Les 5 secrets qu'on vient d'évoquer, ils ne sont pas organisés de cette façon dans le livre. On est plutôt sur une lecture dans le cycle de vie d'un éditeur de logiciel, la création de cet éditeur, la recherche du product market fit, les étapes de scales une fois qu'on l'a trouvé, potentiellement derrière la croissance externe ou la vente. Donc, on a vraiment le cycle de vie d'un éditeur de logiciel qui fait le fil conducteur du livre, qui n'a pas été le fil conducteur de notre échange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde un peu plus? On va bien sûr vous partager dans un mail récap les liens vers la page de vente du livre, vers les tribunes qu'on a évoquées, vers l'acquisition strategy design, vers Advisor et ses 6 sites internet. Peut-être on mettra que le français pour que vous découvriez la solution Advisor, qui est effectivement, quel que soit votre marché, un vrai accélérateur pour réussir à vous positionner comme un acteur référent. Jérémy a mis une offre, il a
où il a mis découvrir le livre SaaS, super. D'autres questions, 11h56. Bon, ben, on a fait le job, Colin. Oui, tout à fait. Moi, en attendant qu'il y ait des questions qui se posent, moi, je voulais vous remercier tous pour votre présence, pour votre écoute. J'espère qu'on a été intéressant au maximum sur les sujets. Alors, forcément, vous avez des affinités sur plutôt telle ou telle thématique, mais c'est bien aussi à un moment donné d'avoir une vision globale. Et je voulais remercier s'ils sont cachés aussi parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui étaient inscrites pour tous les autres éditeurs qui ont participé, parce qu'on a cité des éditeurs qui étaient pour certains connus, pour certains un peu moins connus, mais c'est vrai qu'il y a eu de très belles références comme Payfit, Matuma, Swile ou Woodrive, ou des web mécaniques qui sont aujourd'hui des leaders européens qui ont fait les plus grosses levées de fonds, qui ont des croissances qui sont hallucinantes et bravo à eux et merci encore à eux d'avoir accompagné ce livre et notre travail commun. Tu as parlé de web mécanique, j'ai fait un livre avec Stéphane Coulot auparavant sur le marketing automation, j'en profite aussi pour vous le partager. Le marketing automation qui est un des outils souvent essentiel pour un éditeur SaaS dans sa stack marketing. Donc, si vous n'en avez pas déjà ou si vous réfléchissez à compléter vos scénarios de marketing automation, ce livre-là aussi est pas mal. Merci beaucoup, Colin. C'était un vrai plaisir d'écrire ensemble. Merci, Gabriel. On a beaucoup appris l'un de l'autre, des échanges, de faire participer aussi ces différents acteurs qui ont donné des interviews et tout. Donc, c'est toujours une vraie fierté d'avoir son livre en main avec son nom en dessous. Ça reste un objet, nous qui sommes tous les deux beaucoup dans le digital, d'avoir quelque chose qu'on veut donner à sa maman, à sa compagne. Moi, j'ai toujours un vrai plaisir à sortir un livre. Et qu'on retrouve aussi à la FNAC, parce que c'est vrai qu'il n'y a que des éditeurs de logiciels français qu'on retrouve dans ce livre. Ce n'est pas un hasard. C'est vrai, du coup, avoir ce livre aussi à la FNAC, ça fait partie, c'est congruent. Et pas qu'à la FNAC, vous pouvez aller dans votre librairie de quartier, le demander, le commander, et vous le recevrez dans votre librairie de quartier et vous ferez bosser votre libraire localement. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à toi.